Bonjour à tous et bienvenue dans la première d'une série de vidéos qui va parler de l'hypnose et plus spécifiquement de l'historique de l'hypnose. Alors si on doit parler de l'historique de l'hypnose et toutes les questions qui tournent autour, l'idée générale, si on devait la résumer en un mot, c'est la notion d'influence. L'influence sous toutes ses formes et notamment trois questionnements. Il y a trois notions qui, si on regarde leur histoire, nous disent quelque chose de l'histoire de l'hypnose. Vous verrez que c'est également une histoire passionnante parce qu'elle croise l'histoire des sciences, elle croise l'histoire de la médecine, elle croise l'histoire de la psychologie et de la psychothérapie. N'étant pas moi-même historien, bien sûr je m'excuse d'avance car je vais commettre un bon paquet d'incertitudes, je vais beaucoup m'appuyer sur des anecdotes illustratrices, mais parce que je pense qu'il est important d'en comprendre l'idée générale et de rendre la chose aussi ludique que possible et pour avoir un aperçu général de l'histoire de l'hypnose. Ces trois notions dont je voudrais vous évoquer l'histoire sont premièrement la notion de transe, c'est-à-dire de vivre un état de conscience un peu particulier, un état de conscience non ordinaire, à l'intérieur duquel éventuellement je vais produire des sensations, des perceptions, des émotions, des images, des mouvements, des comportements que je n'ai pas totalement choisis. Qu'est-ce qui influence cela? Ça, c'est la question de la transe. La deuxième question de l'influence, c'est l'influence intérieure. Qu'est-ce que certaines de mes facultés, comme l'imagination ou comme certaines perceptions, peuvent avoir comme influence sur ma personne? Et la troisième de ces questions, bien sûr, c'est l'influence de la relation, l'influence interhumaine. Donc, l'histoire de l'hypnose va être observée sous l'angle de l'histoire de la transe, l'histoire de l'influence de l'esprit sur le corps, de l'imagination plus précisément sur le corps, et troisièmement, l'influence interhumaine. Si on remonte très loin dans le temps, si on va regarder un petit peu dans l'Antiquité, ou bien si on commence, comme les profs détestent qu'on commence les dissertations depuis la nuit des temps, eh bien depuis la nuit des temps, les phénomènes de transe sont assez universellement connus, notamment dans tout ce qui tourne autour du chamanisme, qui va systématiquement utiliser des états de conscience particuliers, avec une dimension spirituelle, pour induire quelque chose, et induire quelque chose qui est de l'ordre d'une guérison. Si j'avance un peu dans l'Antiquité, on voit que les notions de corps, d'esprit, d'influence de mon ressenti sur la guérison, etc., sont des choses qui sont globalement très acceptées. Par exemple, je pourrais citer le papyrus d'Hébers. Le papyrus d'Hébers, c'est peut-être le plus ancien document médical qu'on ait, qui date de 15 siècles avant Jésus-Christ, et dans lequel il y a cette phrase « La parole m'a été donnée par le maître de l'univers afin d'expulser la souffrance ». Donc on voit bien que le lien entre la parole, entre l'expression d'un ressenti et l'apaisement de la souffrance était quelque chose d'assez clair. Si on remonte en Grèce antique, dans les temples d'Esculape, donc Asclépios, le dieu de la guérison, de la médecine, dans les temples d'Esculape, on guérissait les personnes à base de remèdes de l'époque, des encens, de respirer des choses, de consommer certaines plantes, mais en même temps qu'on donnait ces traitements, on récitait des charmes, c'est-à-dire des espèces de poèmes chantés, des espèces de berceuses qui accompagnaient cette guérison. Si j'avance encore un peu et jusqu'à l'aube du Moyen-Âge, juste pour donner des exemples comme ça très anecdotiques, je cite souvent l'exemple de Maïmonide. Maïmonide, donc un rabbin, médecin, philosophe, qui a vécu en Égypte et qui notamment travaillait à la cour du sultan. Donc effectivement, il a écrit des ouvrages dans ces différents domaines, il a écrit des ouvrages dans le domaine religieux, il a écrit des ouvrages dans le domaine philosophique, mais il a aussi écrit des ouvrages de médecine et il était en lien avec un certain nombre de grands médecins de l'époque comme Averroès. Et il a écrit, notamment dans certains de ses traités de médecine, des choses qui montrent bien qu'il avait conscience de cette connexion. Par exemple, dans son traité sur l'asthme, il est un des premiers à reconnaître une sorte de dimension psychosomatique à certaines affections, et il dit aussi ne faut-il ni trop s'en réjouir, ni trop s'en attrister, car bonheur et malheur ne sont grands que dans notre imaginaire. Donc on voit bien que la façon dont on perçoit les choses a une influence réelle sur notre corps, et c'est une pensée qui est assez facilement acceptée. Les choses se corsent un tout petit peu quand on arrive au Moyen-Âge. Alors je vais restreindre mon champ d'études, volontairement je ne vais pas inclure par exemple l'Extrême-Orient ou d'autres latitudes, déjà parce que j'aurais pas la compétence d'en parler et que ça
ça pourrait nous compliquer un petit peu les choses pour faire des liens avec l'hypnose, mais par ailleurs aussi, c'est parce que l'hypnose est née sous nos latitudes. Donc je vais parler du Moyen-Âge en Occident. Au Moyen-Âge en Occident, l'organisme qui a l'institution qui a le plus de pouvoir, c'est l'Église catholique romaine. Et pour l'Église catholique romaine, si on est en transe, c'est-à-dire que si on vit des mouvements, des phénomènes, des paroles qu'on n'a pas complètement choisis, si on est en transe, c'est que c'est plus vraiment nous, c'est qu'on est possédé. Donc la transe, c'est une possession par un diable ou par un démon. L'esprit doit dominer la matière et donc il faut se maîtriser. Donc la transe est vue comme une possession, c'est la grande époque de l'exorcisme, c'est à l'époque aussi de l'Inquisition qu'il y a par exemple un délit de pensée hérétique. Vous pouvez être soumis à la question si par exemple vous avouez des pensées hérétiques. Donc la transe est plutôt vue comme ça. L'imagination, comme je l'ai dit, il y a un délit de pensée hérétique. Donc l'imagination est vue comme une véritable porte d'entrée pour les forces du mal. Si on se met à imaginer, qui sait ce qu'on en viendrait à imaginer? Peut-être des choses qui vont contre le dogme et contre les textes bibliques. Donc c'est un petit peu compliqué de ce côté-là. Et quant à l'influence, eh bien l'influence interhumaine, c'est quelque chose de totalement proscrit. La seule influence sur les hommes doit être celle de Dieu et celle de son représentant sur terre, l'Église. Donc autant dire que la période n'est pas très propice à l'apparition de l'hypnose, à l'apparition plus généralement de la thérapie, puisque la thérapie inclut l'idée que deux personnes se mettent dans une situation de co-influence et que les fonctions psychiques, que le fait d'imaginer des différences puisse induire ces différences. Et donc en fait, la période n'est pas très très propice à ça. Si on avance encore un petit peu autour du XVIe, XVIIe siècle, là on est dans quelque chose de très caricatural, où le courant des idées va même à l'opposé de l'imagination. L'imagination est mal vue. Si on prend l'exemple d'Ambroise Paré, et Ambroise Paré, c'est le véritable père de la chirurgie moderne. On a même souvent tendance à dire que l'acte de naissance de la chirurgie expérimentale, empirique, c'est Ambroise Paré. Ambroise Paré, sur les champs de bataille, au lieu de cautériser les plaies des amputés avec du fer chauffé à blanc, ce qu'il fait, c'est qu'il ligature les vaisseaux avant de cautériser la plaie. Et quand il fait ça, il diminue grandement la mortalité et il commence à avoir un geste véritablement chirurgical. Mais si on lit son traité, il y a écrit « Je le pensais », donc P-A-N-S-A-I, n'est-ce pas, je le soignais, je le pensais, Dieu le guérit. Paré ne dit pas ça juste pour avoir l'air d'un bon chrétien et d'un bon religieux. Il dit ça pour pas avoir de problème non plus. Il ne peut pas laisser penser qu'il y a une influence interhumaine trop forte, et donc il s'en retire en quelque sorte. Il dit « je le pensais, Dieu le guérit ». Si on regarde l'histoire de Giordano Bruno, on est au XVIe siècle. Giordano Bruno, personnage incroyable, mais qui est le premier à oser supposer que peut-être la Terre n'est pas au centre de l'univers, que peut-être c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil, et que peut-être elle est dans un univers qui est infini. Et pour avoir osé penser ce concept d'infini, en dehors de l'infini divin, il sera brûlé sur un bûcher. Vous savez que quelques décennies plus tard, Galilée va reprendre les travaux de Giordano Bruno pour établir tout un tas de phénomènes sur la gravitation, pour établir aussi l'idée que le système est plutôt héliocentrique que géocentrique, c'est-à-dire que c'est bien le Soleil qui est au centre du système solaire et que la Terre tourne autour. Et lui aussi, il va avoir un procès en hérésie. Si vous vous rappelez, il ne va pas être brûlé, il va être assigné à résidence. Donc, et la légende veut qu'il a échappé au bûcher, d'une part parce qu'il a abjuré, c'est-à-dire qu'il a promis qu'il renonçait à ses idées, et il a dit « c'est mon imagination qui m'a trompé ». C'est peut-être une des raisons qui font qu'il n'a pas été brûlé. Si je regarde ça du côté des philosophes autour de cette période, eh bien c'est la domination de la raison. L'esprit doit avoir raison même sur l'expérience, à la limite. Vous imaginez un Descartes qui par définition est cartésien, et qui essaye de savoir sur quoi il peut compter, sur quoi il peut s'appuyer, ce qui va mener au fameux cogito, je pense donc je suis, mais en fait pour lui l'imagination c'est un danger, c'est un fossé entre la raison et l'entendement qui empêche d'aboutir à des conclusions véritables. Un autre philosophe comme Malebranche qui dit que l'imagination c'est la folle du logis, Montaigne qui trouve que l'imagination est perfide, n'est-ce pas? Et donc Pascal qui dit que l'imagination fourvoie l'être humain. Voilà, les philosophes n'ont pas l'imagination, ne portent pas l'imagination vraiment dans leur cœur en vérité. Tout aurait pu changer
au XVIIIe siècle. Et vous allez voir que cette histoire est faite d'un certain nombre d'occasions manquées. La donne aurait pu changer grâce à un médecin et biologiste autrichien qu'on appelait Franz Anton Mesmer. Franz Anton Mesmer, alors attention à ne pas confondre avec le personnage actuel de spectacle qu'on voit à la télévision et qui a pris comme pseudonyme un hommage à ce fameux Mesmer et en ajoutant un deuxième S. Franz Anton Mesmer, celui du XVIIIe siècle, vivait en Autriche et s'est grandement intéressé à un certain nombre de questions qui aujourd'hui nous paraîtraient un peu sulfureuses. Et notamment il s'est intéressé à l'exorcisme et l'Académie de médecine de Vienne lui a même demandé de produire un rapport et de mener une enquête sur le phénomène de l'exorcisme. À l'époque, à Vienne, et le tout Vienne ne parle que de cela, il y a un exorciste très célèbre qui s'appelle l'abbé Gassner, et l'abbé Gassner pratique l'exorcisme. L'Académie de Vienne se pose des questions là-dessus, et Mesmer va s'intéresser et va regarder travailler l'abbé Gassner. Et il va constater un certain nombre de choses qui vont lui permettre de développer ses idées. Et notamment, il se rend compte que lorsque l'abbé Gassner exorcise quelqu'un, la première chose qu'il fait généralement, c'est de reproduire la crise de possession. Avant de faire sortir le démon et de l'exorciser, il fait revenir, il reproduit sur place la crise de possession. Et Mesmer commence à se dire, mais peut-être que le pouvoir n'est pas dans le démon, peut-être que le pouvoir est dans les mains de l'abbé. Et on sent déjà que pour pouvoir penser ça, pour oser penser ça, pour oser écrire cela, on est déjà dans une période où on est en train de dépasser le pouvoir surpuissant du religieux. Mais bref, il commence à monter une théorie. D'abord sur l'influence des astres et des planètes sur les humains, ce sera l'objet de sa thèse, et puis petit à petit sur l'influence entre les humains. Et finalement, ce que pense Mesmer, c'est qu'il y a une espèce de faiblesse d'esprit de la personne qui se pensait possédée, que cette personne-là a une forme de déséquilibre. Et il imagine qu'il y a un phénomène de magnétisme. Alors, petite parenthèse, on est à une époque où le magnétisme des aimants, le magnétisme des aimants et des métaux qui s'attirent les uns les autres, provoque beaucoup de questions. On ne comprend pas comment ça se fait que ce phénomène fonctionne et il y a tout un tas d'hypothèses. Je rappelle que la théorie des champs magnétiques, c'est Maxwell, c'est un siècle plus tard, à la fin du 19e, qu'on va commencer à vraiment mieux comprendre ce qui se passe avec l'électromagnétisme. Mais à ce moment-là, le magnétisme, on ne comprend pas bien comment deux objets qui ne se touchent pas se mettent à s'attirer comme un aimant et une plaque de métal. C'est assez mystérieux. Et Mesmer, lui, il imagine qu'en plus du magnétisme minéral, il existe un magnétisme animal. Animal, c'est-à-dire au sens de la racine anima, qui veut dire l'âme, n'est-ce pas? Et qu'il y aurait un magnétisme animal, donc de toutes les âmes animées. Et il pense que c'est une sorte de fluide invisible qu'on a à l'intérieur, et ce fluide peut être déséquilibré. Et quand ce fluide est déséquilibré, on pourrait le rééquilibrer, notamment avec des passes magnétiques pour influencer sur l'équilibre de ce fluide. Une anecdote un petit peu légendaire sur cette affaire veut que Mesmer aurait été contraint de prendre la fuite de Vienne. Apparemment, il a guéri une jeune fille qui avait une cécité, mais une cécité sans lésion organique. Alors aujourd'hui, on aurait dit une cécité conversive. À une époque, on aurait parlé de cécité hystérique, c'est-à-dire une personne qui disait ne plus voir, une jeune fille très jeune, qui disait ne plus voir alors qu'elle n'avait pas de lésion au niveau des yeux ou du cortex, et il l'a guérie avec le magnétisme, et donc d'un seul coup elle s'est mise à revoir, et au début les parents ont été très contents, les parents de cette jeune fille, puis après ils auraient fait une espèce de scandale, parce que du coup ils ne pouvaient plus toucher l'équivalent d'une pension d'invalidité, et ça aurait fait un scandale énorme dans Vienne. Je ne sais pas si cette anecdote est vraie ou relève de la légende urbaine, et ça va être le cas de beaucoup d'anecdotes que je vais raconter par la suite. Toujours est-il que les faits, c'est que Mesmer est parti de Vienne, et qu'il est allé s'installer à Paris. Quand il est allé s'installer à Paris, il s'est installé, il a écrit un mémoire sur la découverte du magnétisme animal, et il s'est mis à pratiquer le magnétisme et à former des gens à pratiquer le magnétisme. Il pratique avec des passes magnétiques, il pratique avec aussi cet objet qu'on appelle le baquet. Alors qu'est-ce qu'un baquet? C'est ce grand bac là dans lequel il y a, au fond du bac, il y a de l'eau, de la limaille de fer, du métal, des aimants, tout un tas d'objets comme ça hétéroclites.
Et de ce baquet sortent des chaînes, des cordes, 6 à 8 cordes, que les patients tiennent autour du baquet. Et bien sûr, on magnétise le baquet pour qu'il soit magnétique, et puis on le fait dans l'appartement de Mesmer avec un demi-jour un petit peu mystérieux. On joue un instrument qui a un son très particulier qui s'appelle l'harmonium de verre. L'harmonium de verre, donc c'est ce son-là, écoutez. Petite anecdote au passage, Mesmer était ami avec un certain Wolfgang Amadeus Mozart. Et Mozart a mis le magnétisme dans un de ses opéras, l'opéra qui s'appelle Così fan tutte, dans lequel il y a une scène de magnétisme assez spectaculaire. Vous pourriez y reconnaître aujourd'hui, on dirait une forme d'espèce d'hypnose de spectacle. Et puis Mozart a été intéressé par l'harmonium de verre dont son ami Mesmer se servait, et il a même écrit un concerto pour harmonium de verre, et c'est l'extrait que vous avez entendu, c'est l'extrait du concerto de Mozart pour harmonium de verre. Et de façon intéressante, ce concerto est connu pour provoquer des évanouissements dans le public, parce que ça a un son extrêmement particulier. Alors j'aime autant vous dire que ce qu'on jouait à l'époque de Mesmer et du baquet n'était pas aussi harmonieux et bien propre qu'une partition de Mozart. On joue quelque chose de plus étrange, de plus dissonant, on est dans un état d'esprit très particulier, le maître entre, il fait des passes magnétiques, et après les gens vont faire des espèces de crises, des crises salvatrices dans la salle des crises au mur capitonné, et quand ils font ces crises, eh bien ils vont mieux, et Mesmer fait plein de guérisons comme ça, et ça se met à intriguer du monde. Ça se met à intriguer du monde jusqu'à la cour du roi, puisque un certain Deslon est le médecin personnel du frère du roi, et Deslon est magnétiseur aussi, c'est un élève de Mesmer, et il pratique beaucoup. À partir de là, comme on en parle énormément, alors j'ai entendu 2 légendes urbaines là aussi, je ne sais pas exactement quelle est la vraie, s'il y a des historiens qui regardent, ça peut être un détail intéressant, mais l'histoire la plus croustillante serait que Deslon ait fait avoir un évanouissement à Marie-Antoinette avec le magnétisme, et Louis XVI aurait déclaré que faire avoir un évanouissement à la reine, c'est le privilège du roi. Et donc ça ne lui a pas plu du tout. L'autre histoire serait qu'un patient de Mesmer serait mort 15 jours après une séance de baquet. Alors bien entendu, on ne peut pas attribuer la mort de la personne à la séance de magnétisme, mais bon, apparemment, les journaux de l'époque ne s'en sont pas privés, ils ont fait du buzz, et ils ont titré « Magnétisé à mort », et ça a fait un espèce de scandale. Toujours est-il que la finalité est la même, ça a attiré la curiosité de Louis XVI, qui aurait pu faire un truc idiot, comme faire décapiter Mesmer, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas pour plusieurs raisons. Il ne le fait pas parce que déjà dans la cour du roi et chez des gens proches de lui, on pratique le magnétisme et on apprécie cette pratique. Il ne le fait pas non plus parce que Mesmer est autrichien et Marie-Antoinette le protège. Et ça lui permet de ne pas faire ce truc idiot qui consiste à décapiter des gens. Alors il fait un truc plus intelligent, il va faire une commission d'enquête scientifique. Et il va nommer cette commission d'enquête qui comporte les gens que vous voyez actuellement sur votre écran et qui sont la crème de la science de la fin du XVIIIe. C'est vraiment des gens qui ont tous, vous le voyez, laissé leur nom à des inventions, à des rues, à des universités. Guillotin a laissé son nom à autre chose, je vous l'accorde, mais c'est vraiment bien composé en plus. Il y a un médecin, il y a un pharmacien, il y a un chimiste, il y a vraiment des gens dans différents corps de métier. La crème de la science de l'époque, il y en a encore d'autres que je n'ai pas cités, mais qui sont tous parmi les grands scientifiques de l'époque. Et il leur demande d'enquêter, il leur pose 2 questions dans sa lettre de mission. Il leur demande, premièrement, qu'est-ce que le magnétisme animal ? Et il leur demande, deuxièmement, à quoi sont dues les guérisons. Les mecs ont bossé assez sérieusement. Ils ont travaillé pendant 2 ans, ils se sont mis en jeu, c'est-à-dire qu'ils ont appris les passes magnétiques, ils se sont mis en position de magnétiseur, en position de magnétiser, ils ont testé sur eux-mêmes. Intéressant aussi de noter au passage que c'est eux qui ont inventé le principe des études en aveugle. Aujourd'hui, on parle beaucoup des études en aveugle, des études en double aveugle. Eh bien, ce principe a été inventé par ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils ont fait du simple aveugle, en tout cas à l'époque, c'est-à-dire qu'ils magnétisent un baquet, ils ne magnétisent pas un autre baquet, ils ne le disent pas au patient, et ils voient s'il y a une différence. Et donc c'était assez rigoureux, assez scientifique, et ils ont produit un rapport, en fait plusieurs rapports, des rapports secrets, mais la conclusion de tout ça, la première, c'est que le magnétisme animal n'existe pas. Voilà, c'est une conclusion qui est pour eux sans appel. Le magnétisme animal, ça n'existe pas. Et les expériences autorisent à conclure que c'est l'imagination
qui est la véritable cause des effets attribués au magnétisme. Donc là on pourrait se dire, super, c'est génial, pour la première fois reconnu par les autorités politiques et scientifiques, l'imagination, c'est-à-dire des facultés de l'esprit, sont à l'origine de guérison. Alors là, ça pourrait être une belle révolution. Sauf que ce sera une occasion manquée, parce que je vous ai un petit peu planté le décor avant, vous avez compris qu'à l'époque, l'imagination est mal vue. Et l'idée de faire une médecine d'imagination est quelque chose qui est vraiment immédiatement rejeté. Alors aujourd'hui, ce raisonnement peut nous paraître un petit peu bizarre, parce qu'on est dans une période scientifique, parce qu'il y a l'empirisme qui est passé par là, parce qu'on se dit, ben, si ça marche, eh bien il faut le faire. Et sauf qu'à l'époque, on est un peu plus dogmatique. Si ça marche pour une mauvaise raison, il ne faut pas le faire, parce que c'est avant tout une mauvaise raison. Si ça ne marche pas, mais que c'est animé des bonnes raisons, il faut continuer. C'est une époque différente. Et donc, le mot magnétisme est interdit, on n'a plus le droit de dire magnétisme, c'est interdit de le pratiquer. Mesmer est complètement banni, enfin pendant quelques temps il va gagner plus d'argent à cause du scandale, mais il va vite devoir partir, et il va mourir quelques décennies plus tard en Suisse allemande, oublié de tout le monde. Ça aurait pu s'arrêter là, et ce fut d'ailleurs une des plus grosses occasions manquées, et il y en a eu d'autres. C'est pourtant pas très longtemps après que le magnétisme animal va devenir petit à petit, avec quelques transformations, l'hypnose. Et vous verrez dans la vidéo suivante que ça s'est passé un petit peu comme si...